Philippe Askenazi, bonjour, bienvenue sur Périscope. Nous inaugurons avec vous une série de courtes interventions qui annonceront la nuit des sciences et des lettres de l'École normale supérieure. Vous êtes économiste, chercheur. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quel est votre sujet de prédilection ? Bonjour, donc je suis un économiste du travail, tous les aspects en fait du travail, que ça aille de l'emploi, du contrat de travail jusqu'à l'organisation du travail et plus particulièrement l'effet des innovations technologiques sur comment chacun d'entre nous travaille. J'ai une approche un peu pluridisciplinaire, pas uniquement comme économiste. Le thème de la nuit sera expliqué. Pensez-vous qu'on peut expliquer la crise ? Alors, ce n'est pas de cela dont je parlerai le jour J, mais je pense que oui. C'est-à-dire que désormais, on a suffisamment de recul par rapport à la crise de 2008, ce que les économistes appellent la grande récession, pour avoir des grands éléments d'analyse. Mais il n'y a pas une unanimité, ce qui explique probablement le fait qu'aujourd'hui, il y ait des hésitations sur les définitions des politiques publiques. Pour ma part, j'y vois un élément essentiel dans cette crise, c'est le révélateur de dysfonctionnement profond du capitalisme aujourd'hui, un capitalisme qui est marqué par de très fortes inégalités qui elles-mêmes viennent d'un côté d'un affaiblissement des travailleurs qui se traduit par des stagnations salariales, une déflation latente. Et puis d'un autre côté, c'est lié aux questions des technologies, l'émergence d'un certain nombre de géants, en fait de monopoles, qui derrière cette impression de multiplication, de bourgeonnement technologique, eh bien, ont plutôt tendance en fait à étouffer une révolution technologique qui pourrait être nettement plus puissante. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur Périscope, mais c'est une innovation qui appartient désormais à un géant qui est Twitter. Et voilà, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut revenir sur une partie des protections données, comme notamment la protection intellectuelle et sur les bases de données ou sur les algorithmes. Justement, expliquer, transmettre, c'est une notion importante pour les économistes aujourd'hui, de passer des messages ou des idées. Écoutez, ça dépend des économistes. La profession d'économiste, en tout cas au sein des économistes académiques, vous en avez certains qui sont véritablement sur de la théorie fondamentale et qui se préoccupent des outils, que ce soit des outils statistiques ou des outils par exemple de théorie des jeux. Et puis vous avez une frange des économistes en fait finalement relativement minoritaires qui veulent aller au-devant de la décision publique des citoyens. J'en fais partie, un certain nombre de mes collègues à Jourdan de l'école d'économie de Paris, mais on est plutôt en fait relativement minoritaire. La plupart des économistes se mettent dans ce qu'ils considèrent la science fondamentale et ont peur finalement de tomber dans le débat tel que vous me poussez là actuellement. Est-ce que c'est avec l'aide de ces économistes qu'une autre politique économique serait possible ? Écoutez, de toute manière, c'est déjà des éléments d'éclaircissement pour la décision publique. Si on regarde dans l'histoire, Keynes a changé fondamentalement la décision publique dans la plupart des grandes économies à la fin des années 30. Lorsqu'on regarde la fin des années 1970, début des années 1980, c'est toute une vague d'économistes libéraux qui ont bouleversé la doctrine politique, justement en renversant le keynésianisme et en mettant en œuvre de nouvelles, notamment politiques monétaires, ce qui explique aujourd'hui, ce qui a expliqué la création, par exemple, de la Banque centrale européenne. Donc, à peu près tous les 20, 30, 50 ans, il y a des grandes ruptures dans les décisions publiques qui viennent fondamentalement, à la fois du fait qu'on était dans une situation de crise et qu'il fallait en sortir, et de nouvelles idées économiques portées par des académiques. Nous sommes sur Périscope pour la première fois sur le compte de l'ENS. Est-ce que l'impact du numérique sur l'économie ou sur l'emploi est un sujet important pour vous ?
Oui, alors, disons que le numérique, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Internet a plus d'une vingtaine d'années, même l'économie autour de ce qu'on appelait à l'époque les technologies de l'information et de la communication a apparu aux États-Unis et s'est développée ensuite en Europe au tournant des années 90-2000. Et elles ont eu plutôt tendance à transformer à la fois la manière de travailler et elles ont impacté un certain nombre d'activités économiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les diagnostics qu'on pouvait avoir au milieu des années 1990 sur cette transformation numérique se sont révélés pour la plupart erronés. C'est-à-dire que beaucoup voyaient par exemple le développement du télétravail. Or, ça s'est absolument pas réalisé. Donc aujourd'hui, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une nouvelle vague numérique avec ce qu'on parle de gig économie, d'économie collaborative. Mais ce que l'on est en train de tracer, c'est-à-dire peut-être un monde où tout le monde serait employeur de lui-même, eh bien, c'est pas quelque chose qui me paraît du tout évident, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des transformations intéressantes à creuser. On continuera de parler de tous ces sujets lors de la Nuit des sciences et des lettres le 3 juin prochain. Pour terminer, auriez-vous un petit mot pour donner rendez-vous aux gens qui peuvent venir à l'ENS le 3 juin ? Oui, alors donc justement, le 3 juin, je développerai ces points. Est-ce qu'on est à la fin du salariat? Qu'est-ce que c'est que la subordination dans le monde actuel? Donc c'est le 3 juin à partir de 18 h au 45 rue d'Ulm. Je serai loin d'être le seul à m'exprimer. Tous les domaines du savoir sont concernés. Je crois qu'on sera près de 200 jusqu'à l'aube à intervenir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.